votre pays a fait le choix, et c'était son droit le plus absolu, de ne pas investir dans une armée telle qu'on peut le considérer dans nos pays, et de s'appuyer à la fois sur des milices et aussi sur des forces étrangères, bien sûr mandatées dans un cadre que vous avez pu évaluer, et notamment les FDLR qui sont issus des génocidaires rwandais. Et ma question est de savoir que, par rapport aux résultats qui sont malheureusement très contrastés, et on le voit bien, et vous l'avez évoqué aussi sur la situation actuelle, envisagez-vous, par rapport à tout cela, et en dehors même de tous les processus de paix engagés, de modifier votre stratégie sur le terrain? Non, le Congo n'a pas choisi de ne pas investir dans l'armée. Il n'y a pas au monde un État responsable ou des dirigeants responsables qui peuvent faire ce choix-là. La défense est une des conditions sine qua non de l'existence de l'État. C'est pour ça qu'il y a un commandant suprême et tout ce que vous connaissez. Nous n'avons pas choisi non plus de travailler avec de groupes armés. C'est très important, chers collègues, qu'on ait des précisions là-dessus. Brièvement, l'armée congolaise dont a hérité le président Tshisekedi, c'est une armée composée bien sûr d'hommes et de femmes déterminés, courageux, mais une armée qui a été, je n'hésite pas, totalement démotivée, neutralisée et infiltrée. Vous connaissez cette affaire des accords, mixage, brassage et tout, et tout. L'AFDEL arrive, tout le système de défense a été détruit. Je ne dis pas bon ou mauvais, mais c'est un constat que je fais. Il fallait refaire. Et quand Laurent Désiré Kabila s'est mis au travail, ça n'a pas fait longtemps, il est parti, il a été tué. Et après, vous connaissez, parce que nous sommes à la quatrième agression du Rwanda. Le président Tshisekedi arrive, il essaie de reprendre les choses en main. Mais il ne faut pas oublier, chers collègues, il y a eu cette affaire d'embargo qui par la suite était devenue l'obligation de déclarer les armes et les munitions qu'on achète. Je ne sais pas si un État peut créer une armée dans ces conditions-là, sous embargo. Et plus important, ce n'était pas que les achats des équipements et d'armes, la formation. La résolution du Conseil de sécurité pendant au moins 10 ans interdisait à la RDC d'être assisté pour former les militaires. Et c'est maintenant, au moment où le président Tshisekedi change le leadership militaire, paf, le Rwanda s'aperçoit que bon, là ça va changer, nous sommes en guerre. On ne produit pas sur des claquements de doigts un militaire. Le militaire, c'est une culture, le militaire, c'est un état d'esprit, les militaires, c'est un état physique aussi. Et notre armée a à faire face, je n'ai pas créé des incidents diplomatiques, à une multitude d'armées classiques, une multitude de bandes armées. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication objective. Bon, chez vous ici, je m'excuse, je ne vais pas vous heurter, mais c'est la vérité, nous sommes des parlementaires. Il y a eu les résistants. Hein? Vous connaissez les résistants en France. Les résistants n'étaient pas des bandes, je ne sais pas, armées, non. Ce sont des citoyens français qui, à un moment crucial de l'histoire de la nation, ont décidé de résister à l'ennemi. Quand vous entrez dans un village au Nord Kivu, vous tuez, vous pillez, vous violez, est-ce qu'on peut interdire aux Congolais de s'organiser, de se défendre? Là, il faut qu'on se comprenne bien. Donc, les Wazalendo qui travaillent avec nos forces ne sont pas différents des résistants que vous avez connus. Je ne connais pas de procès contre les résistants ici. Peut-être que je connais très mal, de manière incomplète, l'histoire française. Ce n'est pas souhaitable. Mais la défense est un instinct naturel de tout homme qui vit. Et voilà la réalité. Les efforts sont faits, mais quand les efforts sont faits pour l'armée, en même temps on vous agresse de cette manière-là, ça n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, l'FDLR, ça fait longtemps. 94, je crois, le génocide.
comptons, ça vous fait 94, 6 plus 25, ça vous fait combien? 31 ans. Et plus d'une fois, le Rwanda est venu au Congo avec l'AFDL, avec le RCD, avec l'autorisation du gouvernement congolais à l'époque du président Joseph Kabila, pour maîtriser l'FDLR. Avec le président Tshisekedi, nous avons commencé une action commune et nous avons rapatrié, avec l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, plus de 5000, dont les FDLR et leur dépendance. C'est parce que le président Kagame n'a pas voulu qu'on poursuive la coopération qu'on est arrivé. Et combien sont-ils restés? C'est résiduel. Qu'à cela ne tienne. Maintenant, là, au moment où nous parlons, chers collègues, le président Lourenço, il a obtenu un résultat très important, lequel? On a adopté un plan de démantèlement des résidus d'AFDLR. Ça, c'est vrai. On s'est mis d'accord sur un programme de retrait de troupes rwandaises et appelle l'assouplissement de mesures de défense. Tant pis. Mais maintenant qu'il arrive le moment de signer cet accord pour qu'on commence l'opération de démantèlement de ces résidus-là, le Rwanda, disons, moi je ne signe pas, comprenne qui pourra. Et au moment où nous parlons, est-ce que le Rwanda parle encore de FDLR comme avant? Non, parce que le problème est économique. Donc, nous avons toujours dit que nous sommes ouverts à toute initiative tendant à décider la cartographie des FDLR, tendant à les éradiquer, étant entendu qu'il y a l'accord de Nairobi, en avril 2022, qui donnait à chaque État ayant de groupes armés en RDC la responsabilité de prendre langue avec ce groupe pour faire une offre de paix. Le temps nous est compté. Je crois qu'on s'est compris sur le dossier d'FDLR. Appliquons l'accord qui a été accepté sous la médiation du président Lourenço. L'affaire sera terminée. Mais le Rwanda sait que non, si c'est appliqué, il n'y a plus la mayonnaise à offrir. Voilà. Le président Tshisekedi a réaffirmé la semaine dernière son intention de négocier un accord minier avec les États-Unis, en évoquant un partenariat gagnant-gagnant. Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions dans la concrétisation de cet accord et quel regard portez-vous sur ce partenariat? Quelles pourraient être les répercussions éventuelles sur le conflit? Merci. Ah oui, avec les États-Unis, non, moi je ne sais pas pourquoi on fantasme ou on prend cela autrement. Les États, quels qu'ils soient, coopèrent. Ils signent des partenariats. Et tout État qui a de moyens, il fait le marketing de ses ressources, de ses capacités technologiques, naturelles et tout. Je vous apprends que le rapprochement pour les accords, pour les investissements, ne date pas de M. Trump. En décembre, lorsqu'il y a eu, il y a 2 ans, la rencontre États-Unis-Afrique, il y a eu des accords que nous avons signés avec les États-Unis, notamment concernant l'industrie de batteries électriques au Katanga. Les États-Unis se sont associés à l'accord de base que la Zambie et la RDC avaient signé. Donc, de la même manière, nous demandons aux Européens et même aux Africains, l'Afrique du Sud, aux Asiatiques, de venir investir au Congo, nous le faisons avec les États-Unis. Il n'y a aucune raison objective qui puisse faire qu'on ne le fasse pas. Et le résultat par rapport à la crise, c'est évident aussi. On ne coopère pas pour rien. On coopère pour résoudre ce problème interne. Si le revenu obtenu des États-Unis ou le partenariat, qui pour nous c'est une règle d'or, le président l'a répété, ce gagnant-gagnant, peut aider à armer, à équiper notre armée, peut aider à exercer une magistrature d'influence pour obtenir de M. Kagame qu'il arrête ses aventures tragiques et meurtrières, pourquoi pas? Où est le problème? On ferait avec n'importe quel pays au monde. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit poser de problème. Après, juste un petit point concernant, comme on l'avait vu hier, vous avez 2 guerres en fait. Vous avez la guerre aujourd'hui avec le risque d'éclatement que l'on connaît, mais vous avez aussi la guerre du développement, parce que
aujourd'hui avec 120 millions d'habitants, avec 7 millions de réfugiés, demain en 2050 avec 200 millions d'habitants, vous avez un défi vraiment majeur de développement. Et si ce défi n'est pas réglé au travers d'une politique vraiment très volontaire d'inclusion, on retrouvera un pays qui sera en grande difficulté dans 25 ans. Et là, ça interpelle aussi la communauté internationale parce que tout le monde doit être mobilisé sur cet aspect qui pourrait, dont la solution pourrait être un plan Marshall, c'est-à-dire qu'on reconstruit, on apaise le Congo, et puis on passe à la deuxième phase qui est assurer la pérennité du pays, assurer la pérennité du pays au travers un développement. Et puis un dernier petit point sur les entreprises françaises, donc elles sont malheureusement presque totalement absentes. Là, on en a un peu parlé hier. Il faudrait vraiment renouer des contacts pour rendre un peu de séduction pour le pays. Et je rappelle, dernier point, c'est la convention fiscale que l'on attend, qui est en cours de négociation depuis plusieurs années, qui serait vraiment souhaitable de finaliser.